Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à ce rendez-vous d'information, le sommaire. Les dirigeants Wadaï du Bénin et Tiani du Niger disposent désormais des résultats des travaux liés à la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Un communiqué conjoint en date du 16 juin détaille les conclusions. Depuis son investiture en tant que président du Bénin, les actions de Romuald Wadaï sont observées et appréciées. Les citoyens béninois, notamment ceux de la diaspora française, se prononcent sur la diplomatie du chef de l'État. L'Union européenne prépare des mesures de soutien commercial pour l'Arménie suite aux restrictions d'importation russes. Nous y reviendrons. Apprends le chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est ça, Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Le Bénin et le Niger annoncent des résultats encourageants dans le cadre des travaux du comité conjoint d'experts mis en place pour examiner les conditions de réouverture de leurs frontières communes. Et c'est un communiqué conjoint publié ce mardi 16 juin qui annonce les conclusions du premier cycle de travaux du comité d'experts en charge d'étudier les modalités de réouverture de la frontière entre les deux États, mis en place à la suite de la visite officielle du président Romuald Wadaï à Niamey le 2 juin dernier. Ce comité a mené pendant 15 jours des consultations approfondies sur l'ensemble des questions inscrites à son mandat. Les résultats de ces travaux ont été remis aux chefs d'État des deux pays. Et selon le communiqué conjoint, cette dynamique devrait ouvrir une page nouvelle dans les relations entre les deux pays frères et contribuer au renforcement de leur coopération bilatérale. Investi le 24 mai dernier, le nouveau président du Bénin, Romuald Wadaï, a démarré son septennat au rythme particulier intense marqué par des réformes structurelles immédiates et une diplomatie de voisinage offensive. En moins d'un mois, l'ancien ministre de l'économie a posé les bases de mandats axés sur la rigueur administrative, la sécurité et le social,
tout en multipliant les visites stratégiques dans la sous-région. De nombreux Béninois de la diaspora française expriment un avis très favorable sur les premiers pas du chef de l'État béninois Romuald Wadaï. Il salue particulièrement le profil hautement technique de son gouvernement. Cet élément, proposé par Komlan Konté Amoussou, nous édifie davantage. Nous avons vu que le président Romuald Wadaï a choisi l'action par rapport au long discours stérile et inutile. Il a choisi d'entrée de jeu, de commencer par ce que je ne dirais pas, comme beaucoup de personnes, une offensive politique, mais à faire le pas nécessaire, le pas de la renaissance réelle et d'aller vers nos frères, parce qu'ils ne sont pas que nos voisins, ce sont nos frères. Nous avons vu au fait que c'était nécessaire, c'était vital. Et après, pour ce qui concerne les nominations, nous avons vu que c'est la continuité, cette continuité qui était aussi nécessaire pour pouvoir perpétuer ce qui a été enclenché depuis 2016. Surtout quand on sait les défis que doit relever le Bénin pour sa population. Donc on n'a pas de temps à perdre en fait. Et on n'est pas là dans des calculs politiciens en disant j'en garde sous le coude et je le ferai à la dernière minute. Non, on est dans l'action, on a promis quelque chose, on s'exécute et on le fait. Population d'ailleurs qui a été très bien représentée lors des différentes nominations du président de la République, M. Romuald Wadaï. Je salue également donc la diplomatie de proximité qu'a entrepris le président de la République Romuald Wadaï concernant donc nos partenaires de la sous-région. Donc il est important donc de renouer le dialogue et de maintenir le dialogue et de réchauffer donc les relations afin d'avoir un bon voisinage, car on est dans un monde assez mondialisé et globalisé et il est important d'avoir des rapports plus que bien avec ses voisins immédiats. Donc, car ce qui les impacte, nous impacte aussi. Donc, on doit œuvrer et travailler main dans la main afin de tirer la sous-région vers le haut pour que nous puissions également en bénéficier. Les premiers pas du président Wadaï vers nos voisins ne sont pas de simple politesse. Ils rappellent une vérité ancienne. Aucun arbre ne grandit seul dans la savane. La paix, la coopération, la circulation des idées et des savoirs, tout cela est essentiel à notre élévation. On voit autant de profils jeunes, formés dans des environnements exigeants et un ciel fort. Cela montre que le Bénin mise sur une nouvelle génération capable d'amorcer ou d'apporter de l'audace, de la rapidité et une vision moderne de l'action publique. Pour nous dans la diaspora, c'est inspirant et rassurant. Ensuite, il y a cette décision majeure liée à l'urgence vitale. La dotation d'1 milliard de francs CFA pour les hôpitaux publics. L'objectif est simple et humain. En cas d'urgence, on soigne d'abord. On ne demande plus aux patients de payer avant d'être pris en charge. C'est une rupture profonde qui place la vie et la dignité au-dessus de tout. Pour beaucoup de familles, cela peut faire de différence entre la vie et la mort. VVDA Claude C. Ejochinam to ejochinam ye fi obe mi ba meke wo chipe kiki won la gbo continuité apo mi le gbo wan parce que afro descendant me gbogbo to le gbo san e won ya kene gouvernement Wadaï wo ejochinam to. Ce début de mandat ouvre une possibilité rare, celle de réconcilier le Bénin avec lui-même et avec ses voisins. Réconcilier notre école avec notre histoire, réconcilier notre jeunesse avec son génie, réconcilier notre diplomatie avec notre géographie et réconcilier notre développement avec notre humanité. Nous entrons dans une époque où il ne suffit plus de gérer, il faut éclairer
il faut élever, il faut réenchanter. Alors, chers compatriotes, si ce septennat réussit une seule chose, je dirais, redonner à nos enfants la fierté d'être eux-mêmes, alors il aura accompli l'essentiel. Réuni en Conseil des ministres du 3 juin dernier, le gouvernement Romuald Wadayi a adopté un ensemble de mesures sociales touchant la santé. La mesure phare concerne la prise en charge immédiate et gratuite des urgences vitales dans tous les hôpitaux et centres de santé publics. Reçu par Abdelkader Achirou sur l'émission spéciale de ZAE-TV, le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS, médecin spécialisé en médecine interne et maladies infectieuses, Dr Lucien Dossou-Bété, salue les décisions. On l'écoute. Ces mesures, elles ont été accueillies avec grande joie par l'autorité de régulation du secteur de la santé. La joie est immense parce que cette mesure permet de régler plusieurs problèmes à la fois. Le premier, c'est déjà de remettre les urgences vitales à leur place, les restaurer à leur place aussi dans la relation avec les professionnels de santé. Car cette mesure permet de dire ou de rappeler qu'une urgence vitale ne doit pas traîner dans sa prise en charge. Cette mesure permet de dire aussi que les conditions d'exercice des professionnels de santé se trouvent améliorées, puisque désormais, ils n'ont plus à s'occuper d'aller demander les ressources financières aux patients ou à sa famille pour les soigner. Ils n'ont pas besoin de remettre non plus des ordonnances pour qu'ils aillent à l'extérieur chercher des intrants pour soigner. Et cette mesure va aussi faire régresser tout ce qu'on constate dans certains centres de santé, le rançonnement, puisque c'est des familles en détresse qui, parce qu'on leur a remis une ordonnance, vont s'adresser au premier venu pour pouvoir avoir son intrant et facilite donc cette opportunité pour certains professionnels à aller les rançonner. C'est aussi en matière de qualité un gain notable, parce que cette mesure permet de mettre à disposition dans les urgences, les services des urgences, les intrants nécessaires à la prise en charge des patients en urgence vitale, avant qu'ils arrivent. Ce qui fait que tous ces intrants qui vont être utilisés pour le soin sont tracés, sont documentés, donc on ne peut plus utiliser n'importe quoi. Imaginez quand vous faites une ordonnance, vous ne savez pas toujours où la famille va chercher les médicaments qu'ils apportent, et vous allez les utiliser pour soigner le malade. Donc tout ça, pour le régulateur, c'est une excellente mesure qui va contribuer à régler toute une série. Autre information, la CENTIF, Cellule nationale de traitement des informations financières, a célébré mardi 16 juin 2026 à Cotonou la journée internationale des cellules de renseignement financier. La rencontre a réuni les acteurs du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et ce autour des enjeux liés à la préservation de l'intégrité du système financier béninois et à la préparation de l'évaluation mutuelle prévue pour 2028. Le président de la CENTIF Bénin, à l'occasion, Abdou Rafiou Bello, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a rappelé que les cellules de renseignement financier sont des institutions essentielles, mais souvent méconnues du grand public. Il a également évoqué les moyens mis à disposition de l'institution ces dernières années, ainsi que les efforts engagés pour améliorer ses capacités opérationnelles. On poursuit cette édition. Le gouvernement du Bénin poursuit sa marche pour garantir à tous les citoyens la qualité de soins de santé. Plusieurs réformes ont été entreprises ainsi que des actions menées pour s'assurer du même traitement face à une maladie, quel que soit le centre de santé. Il faut des référentiels de soins. Et au micro de Abdelkader Achirou, le président de l'autorité de régulation de santé, médecin spécialisé en médecine interne, Lucien Bété, a donné la différence entre cette institution et le ministère de la Santé. Alors, le rôle de l'ARS, on ne peut pas
en parler sans repréciser la mission de l'ARS. Et sa mission est de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins. Et cette mission-là induit des attributions qui d'où découlent des fonctions. Et ces fonctions, c'est d'abord cette régulation-là qui est l'élément, le cœur de l'activité, mais c'est aussi des fonctions d'orientation. L'ARS pourra orienter le gouvernement dans des mesures à prendre. L'ARS a des rôles de conseil. Le gouvernement ou les autres institutions peuvent demander des conseils à l'ARS sur des dispositions à prendre. C'est un rôle de suivi et d'évaluation de ce qui est déjà fait. C'est aussi un rôle de décision, notamment dans tout ce qui va concerner l'évaluation de la qualité et de la sécurité des patients. Voici un peu ces fonctions que l'ARS va mettre en œuvre, principalement en régulation, mais d'autres qui tournent autour, qui concourent à ce que cette régulation-là soit efficace et performante. Est-ce que l'ARS a autorité à fermer un centre de vote, un centre de santé? Alors, sur les différences, je n'ai pas répondu sur les différences. Vous avez demandé quelle différence il y a entre l'ARS et le ministère. Mais la différence, elle est grande, elle est notable. L'ARS n'est pas dans l'opérationnel. Ce qui veut dire que l'ARS n'ira jamais créer ou ouvrir un établissement de santé. L'ARS n'ira jamais recruter du personnel pour mettre dans un établissement de santé. L'ARS n'ira jamais acheter du matériel pour équiper un établissement de santé. Tout ça, ça relève de l'opérationnel du ministère de la Santé. C'est le ministère de la Santé qui anime tous ces établissements, qui va gouverner tous les soins. L'ARS est une structure qui s'occupe de la régulation et qui va faire en sorte que tout ce que le ministère va faire dans le cadre de l'opérationnel, elle le fasse de manière harmonieuse et dans l'intérêt de tous les acteurs de ce secteur-là. L'ARS n'est pas dans le ministère de la Santé, elle est complètement en dehors. Elle n'a pas une relation exclusive avec le ministère de la Santé. Elle est rattachée au président de la République. Et de ce fait, elle est appelée à travailler avec tous les autres ministères. Pourquoi? Parce que quand on regarde le ministère de la Santé, en fait, on pense que le ministère de la Santé regroupe ou concentre tout ce qui est en lien avec la santé des populations. Mais en fait, les autres ministères aussi interviennent. Quand le ministère du cadre de vie, qui a la charge de s'occuper de l'aménagement des voies, va faire en sorte que l'eau ne stagne plus dans un quartier, va faire que les eaux, les égouts soient bien nettoyés et que l'eau pluviale soit bien drainée, mais elle va réduire la pullulation des larves de moustiques et va donc réduire l'incidence du paludisme. Elle a agi sur la santé. Mais elle a agi avant que la maladie arrive. Et c'est là que, quand on regarde la santé, il y a des choses qu'on fait avant pour que l'individu ne soit pas malade. On appelle ça les déterminants de la santé. C'est tout ce qu'un individu en bonne santé peut faire ou doit faire pour ne pas devenir malade. Le secteur de l'éducation, il va, à travers l'éducation, enseigner aux enfants, aux adultes, comment on doit manger, comment on doit se comporter, comment on doit faire du sport pour ne pas être malade. Donc vous voyez, il n'y a pas que le ministère de la Santé qui est l'interlocuteur de l'ARS, mais tous, parce que chaque fois qu'une action peut impacter la santé des populations, ça concerne l'autorité de régulation. On poursuit cette édition. Le stand-up est un spectacle humoristique où l'artiste s'adresse directement au public, debout et sans accessoires, enchaînant les blagues. Au Bénin, cet art est bien connu des citoyens et Cotonou en est d'ailleurs une plaque tournante majeure de cet art. Reçu sur ESAE TV, l'humoriste béninois Eliphaz en parle. Propos recueillis Achille Huenou. Le stand-upper, comparé aux autres formes d'humour où on est nombreux sur scène, le stand-upper, il est tout seul sur scène et il parle, il fait rire les gens. Pour être stand-upper, il faut déjà beaucoup lire, être suffisamment cultivé parce que le stand-upper, c'est quelqu'un qui est à l'affût de toutes les informations qui lui passent sous la main. Donc, ce n'est pas de l'humour facile en fait. Il faut beaucoup créer, beaucoup écrire,
Parce qu'on a l'impression que tout ce qui se dit n'est pas préparé, c'est faux. Tout est préparé et même quand on fait croire que c'est de l'improvisation, ce n'est pas de l'improvisation, c'est écrit. École formelle au Bénin, non. Mais nous avons nos petits cadres de formation. L'univers de l'humour se développe au Bénin. On voit de jour en jour des jeunes embrasser cette filière-là. Donc, on a un avenir prometteur pour l'humour parce que aujourd'hui, quand on voit des étrangers faire la même scène que des Béninois, ils nous accordent un grand respect. Pour faire carrière, c'est pas simple. Dans l'art, en général, c'est comme ça. Il faut galérer au moins 10 ans. Quand je le dis, beaucoup ne comprennent pas, mais il faut galérer 10 ans. Et ces 10 ans-là vous permettront d'avoir la main, de connaître les rouages du métier. Et c'est après que ça commence par porter ses fruits. Je leur dis déjà de venir et qu'ils viennent. Le Carrefour africain du riz, c'est un projet qui part à la rencontre des jeunes. Donc, à travers ce projet, on a sillonné les universités, on est venu à ESAE, on a fait un bon nombre d'universités. Et les jeunes qui sont intéressés par l'humour s'inscrivent, ils viennent et on commence par travailler avec eux. Donc, chacun vient avec son idée qu'on commence par développer jusqu'à obtenir un test. Et quand on a le test, on leur apprend comment il faut le jouer, la mise en scène autour. Et quand c'est prêt maintenant, on les met en situation réelle, comme des pros, devant un public, et ils jouent ce sketch. Chaînes aux pieds, piercing au nez, oreilles, aux oreilles ou encore à d'autres parties du visage, des accessoires de mode qui sont de plus en plus visibles chez les jeunes filles. Pour certaines, ces accessoires constituent un moyen d'affirmer leur personnalité, leur style ou leur appartenance à une tendance. Pour d'autres, ces accessoires sont perçus comme contraires aux valeurs traditionnelles ou signes de changement de mœurs. Des citoyens questionnés sur le sujet se sont prononcés. On les écoute au micro de Elisabeth Iladja et Diane Kouagou. Il y a le cultuel et le culturel. Ben, des femmes qui portent les chaînes aux pieds, ça dépend de chaque ethnie. Il y a des ethnies qui, dans leur pratique culturelle, obligent les enfants-filles à porter des chaînes à leur pied gauche. J'ai toujours eu à condamner cette manière de vivre, mettre la chaîne au pied, et ça rentre des gens dans la débauche. Soyons sérieux, ça rentre dans la débauche. Et nous n'allons pas copier aveuglement l'Occident. Ils ont leur culture. C'était un truc culturel. On reconnaissait la jeune fille. On reconnaissait celle qui est mariée. Vous comprenez? Comme vous aussi, vous venez de l'expliquer, ça permettait de connaître qui est jeune, qui n'est pas jeune. Aujourd'hui, c'est ridicule comment? Dans un sens où j'ai eu la chance de ma vie d'aller à l'extérieur de l'autre côté, quand vous voyez une femme chaîne aux pieds là, nous on appelle ça Natacha. Natacha qui veut dire une femme à mœurs légères. C'est des gens qui attirent des esprits magnétiques invisibles vers eux, qui adhèrent leur corps et qui les conduisent là où ils ne pouvaient même pas y aller. Puis c'est pour vous parler spirituellement, une femme ou bien un homme qui porte des chaînes ou bien ces pelles-là pour monter sur la mer, si elle monte dans un bateau pour aller, le bateau ne va pas démarrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui sont dans la mer
qui adorent ce genre de choses. Le plaisir, non. C'est une obligation culturelle et culturelle. Par exemple, il y a des familles qui, à chaque naissance, perdent leur enfant. Et ceux-là, on appelle les abikou enfants. Mais quand on consulte l'oracle et que l'oracle dit, oui, chaîne aux pieds, et ça donne même, on met des boules de fer dedans. Et quand il marche, valable aussi pour les hommes, hein. Quand il marche, ça sonne. Là, ça chasse les mauvais esprits qui viennent tuer l'enfant. Les jeunes filles aussi veulent se montrer. Bon, je connais bien le monde. Le fond dit Ungunukun. Donc Ungunukun là est devenu ridicule. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions aujourd'hui face à la nouvelle génération qui lit mal ce que nos parents avaient pris au sérieux hier? Si je prends par exemple mes parents de la Takora, mais eux autres, ils pèsent leurs oreilles. Elles pèsent leurs oreilles, portent des boucles d'oreilles partout. Ça, c'est fréquent même dans le Sahel. Il y a les Peuls, il y a les Malinqués. Ça, peut-être, c'est pour la beauté. Au Sénégal, où on en rencontre. Mais au Bénin, on en rencontre également. Mais c'est à base des cultures et des obligations de la race. Le conducteur de taxi-moto est communément appelé Zemidjan ou Zem en langue fongbe. Son nom signifie « emmène-moi vite ». Ces chauffeurs facilement identifiables par leur maillot jaune assurent une grande partie du transport urbain au Bénin. Dans l'élément à suivre, Thierry Sossou-Ressa, conducteur de taxi-moto à Cotonou et président des Zem républicains Sonayon, décrit les quotidiens de son métier, l'environnement d'exercice et les défis qui y sont liés. Propos recueillis, Francis Fahani. Je pense que Zemidjan, ce n'est pas un bon métier que tu vas dire que tu vas conduire moto jusqu'à thème. C'est un port de sortie. C'est un port de sortie. Quand tu es en train de prendre, je voudrais lancer un appel aux conducteurs de taxi-moto. Quand tu as pris Zemidjan comme le travail payé, il faut savoir payer l'argent pour le propriétaire, la personne qui t'a acheté le moto, de conduire ça. Quand tu as fini de payer leur cotisation, toi-même tu vas savoir que ça là c'est pour toi. Tu vas commencer par conduire pour faire épargne. Regarde, 12 000 francs par semaine, ça fait un an, ça fait 620 000. Quand tu prends les 620 000, tu vas faire quelque chose avec ça. Quand tu prends les 620 000, tu vas faire quelque chose avec ça. Tu es sorti dans cette pauvreté du Zemidjaman. Tu vas savoir que ce que la personne qui t'a acheté le moteur, ce qu'il t'a fait, il t'a fait bonne chose. Que tu dois apprendre d'entretenir ça et un jour, toi aussi tu dois devenir un patron. Et encore, j'invite les conducteurs de taxi-moto de soyons sages. Et quand tu prends ton moto le matin, tu vas dire que quand je prends ma moto, je vais aller dans les kiosques pour prendre des tramol, des paras, des widigas, des n'importe quoi à taille pour en train de conduire. Non, ce n'est pas bon. Un jour, quand tu es en train de faire comme ça, un jour, tu dois tomber et tu vas décéder. Et tu as perdu ta vie comme ça. Le moto est toujours là. Il faut conduire un peu. Tu vas trouver l'argent. Ce que tu vas faire, tu vas faire. Ce que tu vas faire, tu vas faire. Un Zemidjaman va dire que quand je prends ma moto le matin, je vais faire tout possible pour trouver 20 000 avant de venir à la maison. Non, ce n'est pas bon. J'invite les Zemidjaman. J'invite les Zemidjaman. Il n'est qu'à sage. Il n'est qu'à sage. Il va savoir que eux aussi, il est déjà âgé. Il ne peut pas faire ce qui n'était pas, la chose qui n'était pas bon. Il ne peut pas commencer par faire ça. Ce n'est pas bon.
Actualité hors de nos frontières à présent, la Cour pénale spéciale a ouvert ce mardi à Bangui le procès de François Bozizé dans l'affaire de Bossembélé. En exil en Guinée-Bissau, l'ancien chef d'État est jugé par contumace aux côtés de trois de ses principaux officiers militaires. Tous sont poursuivis pour des crimes contre l'humanité présumés commis entre 2009 et 2013 à Bangui, Bossembélé et Bouar. Il s'agit du 6e procès organisé par la Cour pénale spéciale depuis le début de ses activités en République centrafricaine en 2018. Absent à l'audience, l'ancien chef d'État est néanmoins jugé conformément aux dispositions légales. Mais avant le procès, il faut noter que la défense a soulevé une exception d'irrecevabilité. Selon les avocats, les crimes contre l'humanité n'ont été intégrés dans la législation centrafricaine qu'en janvier 2010 en application du statut de Rome, et ils estiment que des faits antérieurs à cette période ne devraient pas être retenus dans la procédure. Une requête rejetée par la chambre d'assises. Les débats, il faut le préciser, reprennent demain jeudi 17 juin devant la Cour pénale spéciale. On poursuit ces informations de nos frontières. L'Union européenne prépare des mesures d'aide à l'égard de l'Arménie afin de compenser les restrictions russes à l'importation imposées à cette petite république du Caucase. Cette annonce est du média américain Financial Times. Et ces mesures de soutien à l'Arménie représenteront une enveloppe de 420 millions d'euros. Elles visent 20 catégories de produits qui sont frappés par l'embargo russe. D'autres mesures visant l'eau minérale, le vin et le brandy, les fruits et les légumes ainsi que les poissons ont suivi. L'UE, qui considère ces mesures comme une tentative de pression sur le gouvernement pro-occidental du pays, a répondu aux restrictions que Moscou en facilitant l'achat de ces fleurs et d'autres marchandises arméniennes. Il s'agit ainsi désormais d'étendre cette facilitation à d'autres exportations. Le programme alimentaire mondial à l'ONU, durement touché par les réductions de financement américains et européens, a salué ce mercredi une contribution de 800 millions de dollars, soit 690 millions d'euros des États-Unis. Et dans un communiqué, l'agence basée à Rome précise que ces fonds permettront de soutenir ces opérations vitales d'aide alimentaire au bénéfice de plus de 38 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans au moins 37 pays. Le PAM avait annoncé début juin être confronté à un lourd déficit de financement dans un contexte de besoins humanitaires croissants. Et les contributions ont chuté à 6 milliards de dollars en 2025 contre 10 milliards en 2024. Cette baisse brutale des ressources intervient alors que les difficultés se multiplient, notamment en raison de la guerre au Moyen-Orient qui complique les opérations logistiques et fait exploser le coût de l'aide dans plusieurs régions. Information sportive dans cette édition, les universitaires de ESAE-FC ont battu ceux de Gaza Formation ce 17 juin, 3-2 sur le terrain de Midombo. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée des matchs de poule dans le groupe B. Avec cette victoire, ESAE-FC décroche la première place du groupe pour la finale de la phase zone 2 dans le football. Et les étudiants de la tandem Clément Adéchian et Quentin Didavi seront à la lutte du dimanche 21 juin prochain face à HECM Cotonou pour tenter de décrocher le seul ticket qualificatif pour la phase finale dans le littoral. La Coupe du Monde a vibré au rythme des champions dans la soirée du mardi 16 au mercredi 17 juin 2026. En premier, la France finaliste de la précédente édition, a dominé le Sénégal de Sadio Mané sur le score de 3-1 avec un doublé de Mbappé. Quelques heures plus tard, l'Argentine, champion au titre, a sorti le grand jeu face à l'Algérie. Score final 3-0 avec un triplé de Lionel Messi. Il faut que les autres rencontres de la soirée, l'Irak, il faut noter que dans les autres rencontres de la soirée, l'Irak a été tenu en échec par la Norvège, 1-3
tandis que l'Autriche a battu la Jordanie 3-1. Pour le compte de cette soirée, le Portugal entre en compétition face à la RDC, l'Angleterre face à la Croatie, le Ghana face au Panama et l'Ouzbékistan face à la Colombie. Et c'est tout pour cette page informative du sport et c'est tout pour ce rendez-vous d'information également. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.